Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Alors, je vous prie de nous excuser pour ce retard un petit peu inhabituel, mais on nous a expliqué qu'il y avait quand même une circulation assez importante. Est-ce que c'est dû à la pluie? Je ne sais pas. En tout cas, il était préférable d'attendre un petit peu. Je vous renouvelle mes excuses sur ce point. Alors, bienvenue à ces rencontres organisées par la médiathèque du centre Chibaou, qui, comme vous le savez, permettent de rencontrer des spécialistes de différentes disciplines. Ce soir, nous recevons Louis Lagarde, c'est le sémillant jeune homme qui est à côté de moi, qui a eu les honneurs de la 100e de l'émission Terre d'Histoire, Terre de Partage, animée par la non moins célèbre Christiane Terrier. Je vous rassure tout de suite, il n'a pas tout dit dans cette émission de radio, donc il en a gardé sous le coude pour développer plus précisément la partie qui concerne la représentation du monde kanak dans l'art de la transportation, puisque c'est le sujet dont il sera question ce soir. Alors Louis m'expliquait que dans la salle, il y a au moins la moitié de sa famille, le reste étant constitué par ses amis, donc je ne sais pas s'il faut que je vous le présente davantage, mais quand même. Pour les 3-4 personnes que je vois au fond que je n'identifie pas, je voudrais préciser que Louis a suivi des études solides en archéologie, voilà, qu'il a officier à l'IANCP et qu'il est désormais, depuis 2016, si j'ai bonne mémoire, maître de conférence à l'UNC en archéologie, plus précisément. Et puis, petite nouveauté, donc, il fait partie de l'équipe Troca, ce joli nom de coquillage prédestiné donc au sujet de la conférence de ce soir. Petite précision, le Troca est une des 2 entités, si je ne m'abuse, qui succède au CNEP, le Centre des Nouvelles Études du Pacifique. Donc vous verrez ce soir que l'iconographie, puisque j'ai eu la chance de pouvoir voir le PowerPoint et de le censurer évidemment, de Louis avant cette conférence, la richesse de l'iconographie permettra quand même d'entrer dans le détail de ces représentations. J'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à les découvrir ou à les voir analysés par Louis Lagarde ce soir. Je voulais juste préciser que pour les trop nombreux absents, hélas, qui ne sont pas venus ce soir, la conférence est enregistrée, qu'elle sera disponible en audio sur notre site adck.nc, dans la rubrique catalogue de la médiathèque et publications multimédia, et que le monsieur qui est devant nous officie pour Calédonia, ex-NCTV, et qu'à une date que je ne connais pas encore, la diffusion se tiendra à la fois sur leurs antennes, puis sur leur chaîne YouTube. Donc vous aurez quand même l'occasion de transmettre l'information ou de revoir la conférence de ce soir. Voilà, j'ai été un petit peu long. Je remercie Louis d'avoir accepté avec grâce cette invitation à conférer. Je vous remercie encore d'avoir attendu et puis je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour les débats. Parfait, merci Manu. Merci pour cette longue et précise introduction. Bonsoir à tous. Alors, je vais vous parler ce soir donc des représentations du monde kanak dans l'art de la transportation avec le PowerPoint qui est derrière. On va avoir l'occasion du coup de voir beaucoup d'objets. J'ai axé en fait cette présentation un maximum, ce que disait Manu tout à l'heure, sur l'iconographie, sur la diversité en fait de cette iconographie. Et je vous invite tout de suite à regarder le sous-titre. J'ai mis Bagne et altérité en Nouvelle-Calédonie, 1864-1915. Quand je suis passé sur les antennes d'NC Première mardi, Christiane Terrier m'a posé la question pourquoi ces bornes chronologiques 1915 correspondant pas forcément à grand-chose dans l'histoire de la transportation en Nouvelle-Calédonie. C'est tout simplement parce que ce sont des bornes qui délimitent pour moi en fait la production dans le corpus que j'ai pu constituer. C'est-à-dire que le bagne commence en Nouvelle-Calédonie à partir de 1864 et 1915, eh bien, c'est la date la plus récente que j'ai eu l'occasion d'observer sur un objet daté de la débrouille, c'est-à-dire les objets qu'on va voir ce soir. Mais il n'empêche pas ça n'empêche pas la possibilité, bien sûr, que des objets plus récents aient été fabriqués dans les années 20 ou peut-être même dans les années 30 dans le cadre de cette industrie.
Alors, d'abord, dans le titre, il y a art de la transportation. Alors là, il faut se poser la question de la définition, en fait, de l'art de la transportation. Alors, on pourrait créer une définition. On pourrait dire, par exemple, que c'est la production d'objets d'art, soit en cours de peine, et éventuellement continuer après la libération du transporté. Parce que les condamnés libérés produisent peut-être également des objets d'art. Et donc, du coup, ça, on pourrait limiter, en fait, l'art de la transportation à cela. Cela dit, est-ce que il ne faut pas non plus inclure, par exemple, les dessins ou les photographies, parce que la photographie est un art, réalisé par les surveillants du bagne, par exemple. Est-ce que ça n'en rentre pas aussi dans l'art de la transportation? Les dessins qui sont réalisés, par exemple, par les communards qui ont été condamnés à des peines de transportation, il y en a plusieurs centaines quand même, ils ne sont pas tous condamnés à la déportation. Est-ce que ça aussi, ça rentre dans la production de l'art de la transportation? Les réalisations architecturales majeures qui sont liées aux transportés, la cathédrale de Nouméa, le vieux temple, etc. Est-ce que ce ne sont pas aussi, comme ce sont des réalisations architecturales, est-ce que ce n'est pas aussi de l'art de la transportation? Le mobilier qui est fabriqué à l'île Nou, dans les ateliers par les transportés et qui est constitué de tables, de chaises, de buffets, etc. Il y a des choses qui sont très utilitaires, puis il y a des choses quand même qui sont faites avec pas mal de recherche. Et donc cet artisanat d'art ou ces arts décoratifs, est-ce que ça aussi, ça ne rentre pas aussi dans l'art de la transportation? Donc en réalité, ce soir, je vais concentrer mon propos sur une production qui est celle qu'on appelle la débrouille ou la camelote, c'est-à-dire des petits objets qui sont fabriqués par les transportés et qui sont vendus. Au départ, on verra à la sauvette, et puis petit à petit, dans le cadre d'une véritable industrie qui se met en place, dans le cadre du bagne. Alors là, par exemple, on en vient à ce dont je parlais juste à l'instant. Vous avez ici des photographies de l'intérieur en fait, de certains bâtiments de l'île Nou pendant la période du bagne. Et vous voyez que ces murs sont décorés, sont peints donc. Alors, ce n'est pas tout à fait des fresques, parce que la fresque est une technique qui est faite sur enduit frais, donc sur enduit mou, c'est-à-dire à fresco, comme on dit. Donc, en fait, ça sont des peintures murales. Vous en avez ici, vous en avez là. Vous avez là, en fait, des tableaux qui ne sont pas des tableaux accrochés. C'est en réalité peint sur le mur directement. Et donc, ça fait partie aussi de l'art de la transportation. Ce sont probablement des transportés qui sont les auteurs de ces tableaux. Et puis vous avez des meubles, bien sûr. Vous avez cet assez joli bureau ici où officie donc un employé du bagne, avec ici un transporté et puis aussi un agent civil probablement indigène ici, comme on disait à l'époque. Et donc vous avez les pieds Louis-Philippe ici de ce bureau qui sont tout à fait joliment faits. Et puis derrière, vous avez aussi les peintures murales, là encore, les espèces de faux marbres qui sont peints sur les murs. Donc en réalité, je vais concentrer mon propos sur les petits objets fabriqués destinés à la vente plutôt que sur l'art de la transportation en général. C'est juste pour vous montrer que l'éventail en fait est plus large que initialement prévu. Alors, voilà le plan que je vais suivre ce soir. Je vais vous introduire un petit peu le sujet. Et puis, vous parler donc de cette industrie qu'on appelle la camelote du bagne. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer la diversité des supports, la diversité de la production, la diversité aussi des thèmes iconographiques que choisissent les condamnés. Et puis ensuite, on va rentrer vraiment dans le vif de notre sujet avec les Kanaks et leur monde d'après les cameloteurs. Avec la case, on va se rendre compte qu'en fait, c'est un moyen de kanakisation, j'allais dire, du paysage, si vous me permettez ce néologisme. Ensuite, la façon de traiter les hommes et les femmes kanaks à travers soit le portrait, la caricature, la copie aussi inspirée de gravures ou de photographies qui circulent dans le milieu du bagne, et puis l'exotisme aussi, qui peut éventuellement être une façon de voir l'autre dans ce Pacifique de la fin du 19e. Et puis la vie en tribu aussi, qui est abondamment décrite et qui est traitée à la manière de ce séjour paisible, cette expression connue qu'on emploie souvent en Nouvelle-Calédonie et qui est tirée bien sûr d'une part des expressions kanak traditionnelles et puis des ouvrages de Jean Mariotti. Et puis une partie un peu plus interprétative,
Ah, ça y est, mon pointeur va rendre l'âme. Avec le regard du transporté et le regard européen. Quand je dis regard européen, je veux dire le regard des gens en Europe. Et celui qu'il porte en fait sur les sauvages d'Océanie à cette époque-là, de manière générale, et puis celui qu'il porte sur les Kanaks en particulier, et voir si le regard des transportés, lui, est différent de ce que ces gens qui vivent en Europe font sur les représentations. Et puis alors enfin, ici vous avez une société cloisonnée qui en observe une autre, c'est tout à fait caractéristique de cette production aussi. Vous avez un enfermement des condamnés, vous avez même des libérés qui sont en fait pas libres. Et cette restriction de liberté, elle est aussi caractéristique du monde kanak au XIXe siècle, voire même au XXe siècle. Et donc, du coup, vous avez donc des gens qui sont privés de liberté, qui s'observent les uns les autres. J'essaierai de conclure, ça sera déjà bien assez pour ce soir. Alors d'abord, il faut prendre conscience que c'est une industrie qui n'est pas en réalité exclusivement locale. Tous les bagnes ont leur cameloteur. Donc, cette camelote, elle fait partie en fait d'une industrie qu'on appelle, d'une organisation qu'on appelle la débrouille, c'est-à-dire toutes les activités où les condamnés se débrouillent pour améliorer leur ordinaire. Donc ça peut être par exemple chaparder différentes choses, ça peut être travailler à la boucherie et récupérer les meilleurs morceaux de viande pour pouvoir les revendre dans d'autres circuits, pour récupérer un peu de pièces, pour ensuite obtenir d'autres choses et pouvoir rétribuer d'autres condamnés pour obtenir encore d'autres services, etc. C'est toute une espèce d'économie parallèle qui s'appelle la débrouille et qui fonctionne dans le cadre du bagne. Et à l'intérieur de cette débrouille, il y en a plusieurs types, il y a la production de la camelote. Et donc cette production de camelote à l'intérieur de ce système un peu fantôme économique qui s'appelle la débrouille, elle existe donc dans tous les bagnes, qu'ils soient français ou non, et qu'ils soient coloniaux ou non. Donc elle existe dans les bagnes français de Saint-Martin-de-Ré, de Rochefort, de Toulon, etc. Et puis elle existe aussi en Guyane, bien sûr, et elle existe aussi dans les bagnes étrangers. Alors j'ai mis deux citations ici, qu'on va lire ensemble. Une qui est tiré d'un reportage de Marius Larry qui s'appelle « Les hommes punis », qui est passé dans la revue Détective en 1931 et qui parle de la Guyane. Et donc là, il y a écrit Grande Terre, mais en fait, c'est en réalité sur la terre continentale, hein, par opposition aux îles du Salut. Hein. C'est pas la Grande Terre chez nous. Donc sur la Grande Terre, à Cayenne, à Saint-Laurent, la débrouille est plus facile. Il y a la gamme magnifique des essences d'arbres avec lesquelles on fait des coffrets, des jeux, des meubles. La débrouille au bagne est reconnue, autorisée. Sans elle, le bagne ne serait pas tolérable, les suicides, les folies, les évasions et les révoltes s'y multiplieraient. Et alors ça, c'est important parce que ça montre en fait le regard de l'administration pénitentiaire sur la débrouille, qui est une économie parallèle dont elle a parfaitement conscience et qu'elle tolère justement pour maintenir en fait la paix sociale à l'intérieur des pénitenciers. Ensuite, vous avez une citation de Maurice Lénart, ici, qui a été un des premiers en fait, à étudier cette production dans un article malheureusement extrêmement difficile à trouver, qui s'appelle « L'art néo-calédonien », qui est paru dans la revue Tropique, c'était la revue des troupes coloniales en 1950, et qui dit ceci: dès qu'ils en avaient l'occasion, ils présentaient, donc les condamnés bien sûr, aux visiteurs des objets de leur fabrication, balais, coquillages rares, objets en bois, et l'étalage commençait au ménage, pour s'achever vers les vases en bois de rose, la marqueterie et enfin le modelage. Fonctionnaires et colons considéraient avec un indulgent sourire ces efforts ingénieux pour solliciter leur générosité. Ils appelaient ces objets la camelote du bagne. Donc vous voyez qu'à plusieurs milliers de kilomètres de distance, on fonctionne en fait exactement de la même manière. C'est normal, l'administration pénitentiaire a les mêmes règles dans l'ensemble de ces établissements. Alors je vous montre aussi quelques images de la fabrication de ces objets. Il y a cet album de dessins anonymes. Il a longtemps été appelé l'album Bournigal, qui est conservé aux archives de Vincennes, mais on possède une copie ici au service des archives de Nouvelle-Calédonie. On voit aussi la référence en dessous, qui sont des dessins en fait réalisés entre 1874 et 1886. Et donc où il y a énormément de représentations du quotidien du pénitencier de l'Île Nou, du pénitencier dépôt,
Et vous pouvez voir aussi des scènes qui se passent en fait à l'intérieur des cases, c'est-à-dire des cases communes dans lesquelles les condamnés sont restreints le soir. Et donc ils occupent en fait des hamacs, hein, et ils ont une petite étagère où ils mettent leurs effets personnels. Et vous avez ici donc un condamné travaillant des objets d'industrie, qui est en train peut-être de graver un coco ou de graver un petit coquillage ici, pendant que son comparse ici est en train de, je sais pas, apparemment lire un livre. Et puis vous avez donc ce dessin-là aussi qui a été abondamment reproduit, qui est donc un vieux graveur du bagne. Et là encore, vous avez probablement soit un coco, soit une valve de pintadine qui est en train d'être gravée. Alors cette activité, elle commence... la première source historique qu'on possède, elle a été repérée par le père Oreilly dans un article du début des années 80 qui est paru dans le bulletin de la Société d'études historiques et qui cite qu'un premier bazar voit le jour à l'île Nou à partir de mai, en fait le 28 mai 1865. Donc c'est effectivement extrêmement tôt, après l'arrivée des premiers condamnés. Et pendant longtemps, en fait, ce bazar va fournir un certain nombre d'objets. Et puis certainement, il y a une partie de la production qui est peut-être faite un petit peu à la sauvette et dont les condamnés profitent de certains circuits pour justement se débrouiller et récupérer un peu d'argent. Ensuite, à partir de la fin des années 1870, il y a une importance telle que prend cette industrie avec la population carcérale qui augmente, les convois qui augmentent, et donc il y a de plus en plus de bagnards, donc de plus en plus de graveurs potentiels. La colonie aussi commence à s'étoffer petit à petit, et donc il y a aussi un certain nombre de clients potentiels supplémentaires. Et donc il y a une surproduction, une production de cette camelote qui est de plus en plus importante, et donc l'administration pénitentiaire, face à plusieurs pressions, finit par réellement mettre à disposition des condamnés un certain nombre de moyens, de la matière première, et puis à organiser la fabrication, à organiser aussi l'écoulement de la production à travers des circuits de vente. Alors Daufelt, c'est-à-dire le bagnard Jean-Baptiste Delfau, en fait, dans Les damnés du Pacifique, dans sa biographie, enfin son autobiographie largement améliorée, ou si ce n'est quasiment romancée, en fait, cite, alors là je vous lis page 56 dans l'édition du Kiwanis Club, la liberté de tout travail d'industrie pendant les heures de repos pour les condamnés, moyennant l'achat des matières premières et l'outillage, et la création d'un magasin public où les produits de cette provenance seraient vendus au bénéfice des intéressés. Et ça, c'est... Alors Delfau se glorifie en fait dans cette autobiographie d'avoir en fait glissé l'idée au gouverneur Pallu de la Barrière. En réalité, il y a réellement 2 ordonnances du gouverneur Pallu de la Barrière qui autorisent ces choses-là, le 27 novembre 1882 et le 3 décembre 1882. Donc à partir du début des années 1880, il y a vraiment une officialisation de cette pratique qui va devenir vraiment une industrie. Alors là, je vous montre une carte postale du début du XXe siècle, alors d'un ER qui est anonyme, hein, on connaît que ses initiales, et il écrit ceci donc au dos de cette carte postale qui représente la vallée des Colons. Vous voyez l'église Saint-Jean ici qui n'a pas encore son clocher, et ça ici c'est la route donc, qui traverse la vallée des Colons, la rue Bénébigue aujourd'hui. Et donc l'auteur écrit ceci, il écrit là, je vous en serai reconnaissant quand je rentrerai en France, en vous apportant quelques objets d'art faits par les forçats, enfin, ce que je croirais être agréable. Donc c'est vraiment quelque chose de célèbre à l'époque, hein, quelque chose de connu, de reconnu, d'absolument trivial. On va au bagne, on visite le bagne, on achète des objets d'art fabriqués par les forçats, et puis on les ramène en Europe, on ramène ça comme souvenir, soit pour soi, et puis aussi pour des gens à qui on a promis de le faire. Comme autre cliché très célèbre déjà publié, vous avez cette carte postale éditée par la maison de Béchade, qui va éditer en fait l'ensemble de la série de la campagne du Kersin, qui était un navire de guerre qui était stationné dans le Pacifique dans les années 1910. Et cette photographie a été prise par Adrien Richard, qui donc est un marin sur le Kersin à l'époque, et qui montre donc ces condamnés qui sont sur un quai avec, d'une part, dans les mains, ici vous avez un nautile, vous le voyez, hein, vous en avez un autre ici,
Donc en fait, il a les doigts en fait à l'intérieur du nautile, ce qui fait que la spire extérieure du nautile, blanche nacrée, en fait, vient vers le spectateur, si vous voulez. Là, vous avez une touque à pétrole dans laquelle il y a probablement encore des coquillages. Vous avez une pintadine qui est là, hein, une valve d'huître. Vous en avez une autre ici dans cette main-là. Et vous avez en fait ce petit étal ici, où vous avez des nautiles, vous avez des trocas, vous avez des valves d'huîtres qui sont là, posées sur le sol, et puis un autre, probablement nautile, qui est là également. Il y a peut-être encore des coquillages là, dans ce panier. Ça vous donne une idée de la production quotidienne qui est présentée à la vente. On voit que là, c'est quand même peut-être une quinzaine, une vingtaine de coquillages qui sont disponibles. S'il y a une quinzaine ou une vingtaine de coquillages qui sont disponibles tous les jours, vous imaginez que ça représente une grosse production. Bien sûr que tout n'est pas vendu, hein, tout n'est pas vendu tous les jours, mais ça représente quand même nécessairement une production importante. Alors je vous lis un témoignage de Jean Carroll, publié en 1903 dans son ouvrage Le Bagne. Alors il dit ceci: incidemment, un mot sur une industrie artistique qui est particulière au Bagne. Vous confiez à un forçat graveur la photographie de l'aimé, de votre idole politique, d'un membre de votre famille. Il la reproduira au burin noir dans la nacre d'une huître perlière, moyennant 10, 20 francs ou plus. À l'époque, c'est beaucoup d'argent, 10 ou 20 francs. Selon l'importance du travail, vous pourrez vous procurer, par l'intermédiaire d'un libéré qui touchera sa commission, une œuvre de patience exécutée au bagne pendant les longs loisirs que laissent aux condamnés les 8 heures quotidiennes de travail forcé. Presque toujours une paire de coquilles dentelées et montées en salière, ou bien un de ces nautiles flammés improprement appelés casques, qu'on décape d'abord à l'acide, qu'on ajoure ensuite et qu'on cisèle avec la pointe d'un canif d'après un modèle de décoration invariable. Là aussi se traduisent la routine impérieuse et l'impersonnalité qui sont comme la loi de la confrérie. Alors derrière ce commentaire qui est assez dur, puisqu'il vous explique que ces objets sont en fait un peu tous les mêmes, que les motifs sont extrêmement répétitifs. En réalité, je vais essayer de vous démontrer ce soir que c'est en fait pas tout à fait exact, hein, et qu'il y a en fait en réalité une grosse variabilité des décors et des représentations. Mais vous voyez que là encore, c'est un témoignage de 1903 qui est tout à fait clair sur le fait que cette industrie n'est pas du tout quelque chose de clandestin. Alors Adrien Richard, dont on parlait tout à l'heure au passage, le voici, ce photographe très important. Voici un document qui, à mon sens, à mon avis, n'a jamais été publié. C'est une photographie d'Adrien Richard vers 1912-1913 d'un officier qui est là en train de se voir proposer au bagne des nautiles. Vous les voyez là, il y en a un et deux ici. Et il tient dans les bras, en fait, dans les mains ici, ce qui ressemble à un gros livre. En réalité, pour les gens qui connaissent un petit peu les objets du bagne, ici, c'est un gros livre en bois, les livres à marqueterie, qui sont en fait des coffrets marquetés avec des bois locaux. Il peut y avoir du kohu, du kaori, du tamano, du houp, du bois bleu, etc., qui sont assez beaux en général, assez bien faits, hein, qui démontrent beaucoup de soin dans l'agencement en fait de ces bois de densités différentes et qui sont très bien juxtaposés. Et vous avez donc ici les bâtiments donc, les dortoirs, les cases communes dont je parlais tout à l'heure, qui sont à l'île Nou aujourd'hui. Bon, bien sûr, aujourd'hui, elles n'existent plus. C'est à peu près là où il y a les hangars de l'ETFPA aujourd'hui. Et donc, ce que vous voyez ici, c'est d'une part un condamné à chapeau de paille. Vous remarquez tout d'abord que, en fait, il y a beaucoup plus de casquettes que de chapeaux de paille. Hein, et que donc le cliché du condamné à chapeau de paille n'est pas tout à fait exact. Il y en a beaucoup plus qui ont ces casquettes. Il y a ici donc un surveillant qui a la main sur cette canne et qui regarde cette scène de manière tout à fait bonhomme, sans rien interdire. Et donc là encore, on se rend compte qu'au moins dans les années 1910, cette activité, elle n'est pas du tout clandestine. Là, je remercie très chaleureusement Louis-José Barbanson pour ce très beau document qu'il m'a envoyé il y a maintenant un peu plus d'un an. C'est un cliché du docteur Léon Collin vers 1910. Vous avez ici un certain nombre de condamnés derrière des grilles, mais le condamné du premier plan, celui qui est agenouillé, il tient entre ses mains un plateau de bois sur lequel vous avez un petit modèle de case ici avec une petite flèche fêtière. Et en fait, les petites taches blanches que vous voyez là, ce sont en réalité les manous qui sont autour de la taille de petits personnages qui représentent des Kanaks. Donc les Kanaks, vous ne les voyez pas parce qu'ils sont sombres et que donc du coup on ne s'en rend pas bien compte pour la photo, mais en réalité ils ont les reins enfermés dans un manou coloré
et ils sont en train de danser en fait ici sur toute cette espèce de petite scène figurée avec des modelages qu'on dit en général être en mie de pain. Pour terminer avec les clichés, j'ai celui-là à vous montrer parce qu'il est quand même très célèbre. C'est une carte postale de la série Colonie française. Il me semble que l'éditeur était William Caporn. Ce forçat au travail, ici dans un atelier de menuiserie ou d'ébénisterie, il passe pour être un ancien ébéniste condamné au bagne qui s'appelle Émile Abadi et qui est extrêmement célèbre, matricule 12436. Un autre document, c'est ces deux surveillants qui sont en train de prendre l'apéritif, tout simplement. Il y a une bouteille de rhum ici, il y a une bouteille d'absinthe, puisque l'absinthe n'est pas encore interdite, elle ne sera interdite qu'en 1912. Et vous avez le sucre, vous avez les verres à absinthe, vous avez l'absinthe verte là dans le mur qui est là, les cuillères pour diluer le sucre, bien sûr, et là, sur l'étagère qui est derrière, eh bien, vous avez un nautile gravé. C'est pour ça que j'ai mis ce petit rond rouge. C'est un cliché du surveillant taxile vers 1910. Et donc je ne sais pas qui sont ces surveillants. Malheureusement, il n'y a pas d'identification sur ces clichés, mais en tout cas, la photo est prise à l'île Nou. Georges Baudoux, dans ses Souvenirs du bagne, vous savez que Baudoux était fils de surveillant, et donc a écrit un recueil de souvenirs du bagne. Il écrit ceci: il régnait de vastes ateliers avec un outillage complet, où tout en forgeant les chaînes des forçats, on fabriquait des meubles sculptés, des ouvrages en marqueterie, en bois des îles, pour les hauts fonctionnaires. Donc ici, vous avez des vues de l'intérieur de différents types d'ateliers. Vous avez les ateliers de cordonnerie ici, vous avez les ateliers de bois, de la scierie mécanique. La photographie du bas est une photographie du surveillant Bray. Et donc c'est dans ces ateliers qu'on possède un certain nombre d'engrenages en fait, et un certain nombre de courroies. Vous voyez les courroies en fait, qui descendent d'axes rotatifs qui sont au plafond et qui vont permettre en réalité la mécanisation d'une partie du travail et donc l'utilisation de petits outils qui sont entraînés par ces courroies et qui vont permettre de faire ces nautiles qui sont extrêmement bien gravés et qui sont gravés en fait avec des outils qui ne sont pas du tout les petits canifs dont Jean Carole parlait tout à l'heure, qui sont en réalité probablement des outils qui ressemblent beaucoup plus à des petites fraises de dentiste. Alors dans cette industrie qu'est la camelote, vous avez donc les coquillages gravés qui prennent en fait la quasi-totalité qui phagocytent en fait la quasi-totalité de la production. C'est vraiment la production ultra majoritaire, avec des espèces locales comme les nautiles, les trocas, les grandes valves d'huîtres perlières. Et puis vous avez aussi des coquillages un petit peu plus rares qui sont des toutes petites pintadines qui ont des nacres plutôt rosées ou plutôt jaunes. Et puis vous avez des turbos qui sont ces gros coquillages verts qu'au Vanuatu on appelle les green snails, les escargots verts, et qui sont donc des turbos marmoratus qui ne sont pas endémiques de la Nouvelle-Calédonie et qui étaient pourtant gravés au bagne. Ça veut dire que l'administration pénitentiaire se fournissait en coquillages et donc se fournissait même dans ce qui était à l'époque donc les Nouvelles Hébrides et faisait ramener ces coquillages pour les donner aux condamnés pour qu'ils puissent les graver. Vous avez aussi des noix de coco gravées avec des dioramas parfois à l'intérieur, c'est-à-dire des maquettes qui représentent un certain nombre de lieux. Ça peut être le bagne, ça peut être le wharf de Tomo, ça peut être le village de Canala, ça peut être tout un tas de choses. Vous avez des boîtes et des plateaux en marqueterie de bois locaux, c'est l'équivalent du petit livre en bois que je vous montrais tout à l'heure qui était dans les mains du surveillant sur la photographie d'Adrien Richard. Les modelages en mie de pain, parfois mis en scène comme ceux sur la photographie du docteur Léon Collin que je vous ai montré tout à l'heure. Des tabatières en os, en bois, des cornes de bovidés gravées par exemple, et puis il y a une production qui enfin est extrêmement rare, ce sont les dessins, les aquarelles qui sont vraiment extrêmement marginales, alors qu'en Guyane elles seront extrêmement nombreuses, les aquarelles et les huiles sur toile en particulier. Donc voilà un petit éventail de ce que ça peut représenter. Voilà ces petits livres en marqueterie ici, vous avez ici donc des tabatières en os dont je vous parlais tout à l'heure, ces petits modelages en mie de pain. Vous avez une jeune femme kanak ici avec une jupe. Et puis, ces cocos à l'intérieur qui sont ouverts en deux, avec à l'intérieur une maquette du bagne ici, et puis la maquette d'un port européen ici, avec des remparts. Et puis après, vous avez donc
des cocos simples, et puis tout l'éventail en fait, des coquilles gravées, avec des nautiles qui ont été retaillés, avec des nautiles entiers. Soit, ça c'est l'équivalent des... ça c'est exactement ce que je veux dire quand je parle de nautiles qui sont faits avec des outils très mécanisés, avec des ouvertures en fait ménagées ici extrêmement régulières, qui peuvent être faites qu'avec des outils mécanisés avec des courroies. Vous avez ici ces gros trocas, vous avez des bivalves plus rares ici, des petits bijoux, c'est-à-dire des petites plaques de nacre qui en fait forment des petites broches gravées, et puis donc ces grandes valves d'huîtres perlières qui sont en général gravées, vous le voyez, sur la partie extérieure du coquillage. Alors il y a une diversité en termes de qualité de production. D'une part, il y a la diversité des supports, mais il y a aussi une diversité de qualité de production. Vous avez ici un nautile qui est décapé avec de l'acide chlorhydrique, tout simplement. C'est ce qu'on appelait autrefois l'esprit de sel. Et avec donc une corbeille de fruits et de fleurs, avec écrit « Souvenir de Nouméa, je pense à vous ». Vous voyez que la gravure est un petit peu gauche. Elle est vraiment extrêmement ordinaire. De même, cette très grande pintadine ici, vous avez écrit Nouvelle-Calédonie dans un phylactère avec 1887. La qualité de la représentation des feuilles ici et même la qualité de l'écriture témoignent pas de très grande qualité de gravure. En revanche, vous avez aussi ce type de création. Alors oui, effectivement, c'est très kitsch d'avoir des portraits comme ça gravés sur de la nacre. Effectivement, bon, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus engageant. En tout cas, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus moderne et ce qu'on ferait pas forcément faire aujourd'hui. Mais il faut reconnaître à ces gens-là, ce sont des coquillages qui sont... Si, c'est un nautile, donc c'est en fait la représentation de cet enfant est en réalité toute petite. Et vous voyez clairement, en fait, la qualité de dessin. Tout ça, c'est fait à la pointe sèche, c'est fait avec un petit outil en métal. Une fois que la nacre est décapée, et ensuite on passe de l'encre à l'intérieur. Et de la même manière que les bambous gravés sont faits, eh bien l'encre en fait rentre dans les parties qui ont été creusées dans la nacre. Et donc ça crée ces portraits tout à fait saisissants de réalisme. Alors c'était fait en fait tout simplement avec des photographies. Vous alliez au magasin de l'administration pénitentiaire, vous déposiez la photo de votre femme, de votre fils, etc. Ce petit enfant d'ailleurs s'appelle Constant, puisqu'il y a son nom écrit dans le médaillon qui est juste en dessous, et qui joue avec sa brouette. Et donc vous donniez la photo, vous repartiez chez vous, et puis une semaine ou 15 jours après, vous reveniez chercher votre paire d'huîtres ou votre paire de nautiles avec les portraits en question. Donc évidemment, ça, c'est pas fait tout à fait par les mêmes personnes que les deux coquillages que je vous ai montrés précédemment. Je vous les remontre rapidement. C'est clair que c'est quand même pas tout à fait le même travail. Certains de ces portraits saisissants de réalisme ont été signés. Et donc l'identification des signatures a permis d'aller rechercher au centre des archives de l'Outre-mer à Aix-en-Provence les dossiers des différents condamnés et de se rendre compte qu'une partie d'entre eux en fait a été condamnée pour avoir fabriqué des faux billets ou des fausses pièces de monnaie, ce qui donc explique leur qualité ou leur prédisposition artistique. Il y a donc, après, au-delà de la diversité des supports et de la diversité de la qualité, eh bien, il y a une diversité de l'iconographie. Donc, excusez-moi de cette introduction assez longue, mais j'avais besoin de mettre au clair un certain nombre de choses, surtout pour les gens qui n'ont pas forcément eu la chance de m'écouter dans l'émission de Christiane Terrier mardi. Donc, vous avez tout simplement des motifs floraux, très simples, quelques fleurs, des pensées, des roses, des anémones, etc. Vous pouvez avoir aussi des paysages de France, qui sont très fréquents en réalité, beaucoup plus fréquents qu'on ne le pense. Souvent la campagne, souvent des villages de campagne, des clochers, etc., un petit ponceau qui passe au-dessus d'une rivière, etc. Vous avez clairement aussi de la propagande nationaliste. Alors, ce qui est très fréquent à l'époque, ce sont des Mariannes. Je ne sais pas si vous en avez vu une, mais il y en avait une tout à l'heure sur la photo qui a été prise en fait au-dessus d'une table avec l'ensemble d'objets de la Camelote regroupés. Donc, des personnifications de la République avec donc ces soit Marianne, soit Cérès, qui à l'époque est un peu l'iconographie concurrente de Marianne dans la seconde moitié du XIXe siècle. Vous savez, Marianne, c'est cette femme avec un bonnet phrygien et en général une chevelure lâchée. Et puis Cérès, c'est une gravure un peu plus à l'antique avec une couronne et du blé en général.
et qui est une personnification souvent de l'abondance, et du coup qui incarne la République alternativement avec Marianne sur les pièces de monnaie de la Seconde République et du Second Empire. Et juste avant le Second Empire et après la guerre de 70 et l'émergence de la Troisième République. Et donc, bon, ça c'est des choses qui ont été extrêmement bien étudiées par des gens comme Maurice Agulon, par exemple. Et vous avez également, dans ces manifestations de propagande nationaliste, vous avez des scènes tirées de l'histoire récente. Alors, vous avez par exemple des épisodes de la Révolution française. Vous avez par exemple le général Dumouriez arrêté par les membres de la Convention. Vous avez Marat, par exemple, qui appelle à la Révolution en 1792. Vous avez par exemple aussi des évocations de la guerre de 1870, les premiers Uhlans qui pénètrent dans les Vosges, les premiers soldats allemands qui arrivent dans les Vosges. Vous avez aussi un monument, par exemple imaginaire, qui honore les vaincus de 1870 avec une allégorie de la défaite, qui dépose une couronne de laurier sur un soldat décédé, etc. Enfin, voilà. Donc il y a vraiment toute une imagerie assez intéressante à ce niveau-là. Il y a également des images pieuses. Vous avez des nativités, des vierges à l'enfant, également des anges, la tentation de Saint-Antoine qui peut être représentée, du discours chrétien avec aussi des prières, des Je vous salue Marie tout simple, ou parfois aussi des choses un peu plus fines, comme par exemple des psaumes ou les lamentations de Jérémie, dans lesquelles il y a beaucoup de... C'est à la fois un discours chrétien et en même temps une métaphore parfois de la condition carcérale. Il y a des scènes d'inspiration mythologique aussi, ou littéraire, où vous allez pouvoir voir par exemple Prométhée enchaîné, mis au fer, parfois Paul et Virginie, Roméo et Juliette. Alors tout ça, ça traduit l'exil, l'incarcération, parfois la libération, parfois l'impossibilité de quelque chose, que ce soit l'amour, le retour, etc. Et puis enfin, il y a des paysages locaux, alors parfois qui sont situés, La Foix, Canala, Thio, Nouméa, Yaté, Bourail, Ounia, et puis avec des bâtiments de type colonial, et puis parfois avec donc des cases, et donc le monde kanak. Et là, c'est le sens même du reste de cette présentation. Donc je suis désolé pour cette introduction, cette première partie un peu introductive, mais il était important de poser un peu quand même ce cadre, de manière à ce qu'on puisse maintenant ne parler plus que de cet aspect qui nous intéresse ce soir, en tout cas qui vous intéressait quand vous avez promis de venir. Donc il y a un large éventail de productions là-dedans, et en premier lieu, il y a l'utilisation de la case comme moyen de kanakiser le paysage. Parce qu'en réalité, si vous représentez juste un bord de mer et des cocotiers, eh bien, ça ne suffit pas toujours à identifier pour sûr la Nouvelle-Calédonie. Ça pourrait être n'importe où ailleurs, quelque part dans le Pacifique. Et donc la case va être abondamment utilisée pour marquer en fait l'appartenance locale de l'objet. Donc ici vous avez parfois des représentations de cases qui sont assez fidèles. Je vous invite à regarder celle-ci avec attention. La gravure n'est pas forcément de grande qualité, mais vous avez une case avec donc la toiture en paille, mais vous avez les chambranles ici qui sont figurées. Il y a un homme kanakasi en fait qui a d'une part un morceau d'étoffe autour des cheveux ici et qui porte en fait sur l'épaule une massue à bec d'oiseau, dont vous voyez le T ici. Et puis vous avez une flèche fêtière qui est également assez bien figurée au-dessus. Vous avez là encore des cases qui sont plus schématiques. Vous en avez encore là, vous en avez encore là. Et donc on voit en fait que dans ces représentations-là, il n'y a en fait que quelques cocotiers, un relief et la case qui tout de suite situe en fait le paysage représenté dans son environnement. On peut aussi jouer à des jeux d'attribution et de reconnaissance d'identité de gravure en fait, entre différentes séries de coquillages. Vous avez ici une paire de valves d'huîtres ici et une paire de nautiles. Je vous invite à remarquer le type de gravure, le type de représentation en fait, des cocotiers qui sont extrêmement similaires ici, et la représentation des cases
qui est là encore extrêmement similaire, donc probablement gravé de la même main. D'ailleurs, les enroulements floraux également, si vous voyez le nautile en entier, sont extrêmement similaires aussi. Et vous voyez donc là tout ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la case qui suffit, il n'y a pas forcément besoin de représentation humaine pour ancrer le décor en fait dans sa spécificité calédonienne. Ici, là encore, probablement 4 coquillages gravés de la même main. Vous voyez les ressemblances en fait, qui existent entre cette façon de dessiner les cocotiers ici, cette façon de dessiner les cocotiers là, la façon dont on dessine les cases ici, la façon dont on dessine les cases là, la façon dont on dessine les cases là avec celles d'ici, la façon dont on ces cocotiers avec ces cocotiers là, le petit bateau, le petit bateau, le petit bateau, ces deux petits bateaux sont les mêmes, etc. etc. Donc bon, on peut jouer à regrouper un certain nombre de coquillages, mais donc vous voyez là ce que je disais exactement sur le sujet précédemment. Pareil ici, avec, vous le voyez, des représentations qui sont parfois complètement fantaisistes, on dirait les grands chapiteaux du cirque Pinder, ici, les cases Kanak. Vous avez ici aussi des cases Kanak qui ressemblent un peu plus au village des Schtroumpfs. Et puis parfois des représentations un petit peu plus détaillées, où là c'est un petit peu plus exact. Vous voyez une belle flèche fêtière ici également bien représentée. Sur les noix de coco, il en est de la même manière. Vous avez donc ces représentations de cases qui sont faites en général assez faciles à faire. Il suffit de dessiner un triangle, de dessiner un carré en dessous, de mettre un petit peu de volume avec des ombres, et finalement on a assez rapidement en fait un décor local. Donc je passe assez rapidement, et on arrive donc à la représentation des hommes et des femmes Kanak. Caricature, portrait, copie et exotisme. Alors là encore, il y a tout un tas de façons de représenter. Il y avait plusieurs qualités de gravure pour représenter les cases. Il y a plusieurs qualités de gravure pour représenter les hommes et les femmes Kanak. Alors il y a parfois une limite un petit peu ténue entre quelque chose qu'on peut estimer relevé de la caricature, si les traits sont grossiers, mais aussi, parfois, relevé de l'inaptitude du graveur. Parce que le graveur n'est pas un graveur professionnel, c'est souvent un cameloteur. Parfois, les traits sont un petit peu gauches. Je vous ai montré les coquillages gravés de mauvaise qualité tout à l'heure, et donc il y a les coquillages de mauvaise qualité. Est-ce que parfois, quand les traits des Kanaks qui sont représentés sont grossiers, c'est seulement par malveillance et par envie de caricaturer, ou est-ce que c'est aussi parce que la qualité du trait n'est pas forcément là? Donc ici, vous avez clairement en fait, des dessins qui sont extrêmement naïfs ici. Ici, un dessin qui est une gravure qui est plus aboutie, mais qui reste là encore caricaturale, des lèvres très épaisses, etc., des oreilles minuscules, un nez particulièrement épaté. Vous avez ici une représentation qui est un peu plus noble de l'individu. Vous avez de la caricature très grossière, très curieuse. Ici, je vous montrerai en fait que ça c'est tiré directement d'une gravure du début du 19e siècle tout à l'heure. Et puis vous avez des représentations qui sont de bien meilleure facture, avec parfois des représentations un peu maniéristes, comme ça, complètement idéalisées, avec des coiffures parfaitement rondes, des petits nez mutins qui vont vers le haut, etc., complètement un peu fantasmés. Et puis ici, par exemple, ou là, ou ici, est-ce que vous voyez bien là ? Vous avez trois profils, en fait, les uns derrière les autres, ici, d'individus qui sont, et là aussi encore, dans des postures, dans des allures qui sont assez nobles, assez fières, et qui relèvent pas tout à fait du même degré de caricature. Sur les cocos, on observe le même type de choses, avec ici des choses qui peuvent être parfois assez grossières et relever en fait de la mauvaise facture. Ici, des choses qui relèvent de la bonne facture, mais du coup de la caricature. Et puis là, des choses qui sont extrêmement bien faites et qui sont beaucoup plus polies. Et ici, vous avez donc cette très très belle représentation sur une noix de coco qui en plus est minuscule. Le travail devait être extrêmement difficile, d'une jeune femme. Je vous demande d'apprécier le modelé en fait ici, le travail en épaisseur, le modelé sur l'épaule, sur la poitrine, les genoux, les pieds et le visage, qui est extrêmement bien fait. C'est absolument remarquable. Là encore, une noix de coco, alors malheureusement elle a perdu sa couleur, mais elle est datée de 1878, et vous avez là encore des profils qui sont extrêmement bien faits. Là,
mis à part cette coiffure un petit peu curieuse, les traits du visage sont quand même extrêmement bien réalisés. Et ici, cette noix de coco en fait possède 4 médaillons. Donc en voici 2, je vous montrerai les 2 autres tout à l'heure, et qui là aussi témoignent d'une part d'une absence de caricature, de traits qui sont très maîtrisés et qui sont très positifs sur la représentation. De la même manière ici, vous avez là encore des représentations assez... ça c'est le coquillage que vous avez vu sur le début du diaporama tout à l'heure. Et donc ici, la représentation d'un homme, d'une femme, là encore d'une femme et d'un homme. Il y a souvent ces couples en fait sur des paires de coquillages et qui peuvent être donc du coup représentés de manière tout à fait, en tout cas à mon sens, pas caricaturale. Ici, je vous donne là encore une grande valve de pintadine avec ce portrait d'une jeune femme kanak avec les bras levés, elle a les mains derrière la tête, probablement pris dans sa coiffure. Elle possède un peigne en fait ici, un peigne en bambou qui est fiché dans ses cheveux. Elle a sa jupe en fibre traditionnelle. Elle est donc bien sûr poitrine nue. Et ce portrait réalisé à la pointe sèche, il a probablement été fait d'après photographie, encore que je n'ai jamais retrouvé le cliché originel ayant pu servir d'inspiration à la réalisation de ce portrait. Et j'en profite pour vous lire un témoignage de Jacques Dur dans son ouvrage Chez les Forçats, publié en 1905 et qui dit ceci. C'est en réalité Dur se rend chez un libéré du bagne qui s'appelle Bernière. Il y a là une petite fille qui lui dit « Dis monsieur, tu veux acheter ça ?» Elle me présente un énorme coquillage, un casque, où buriné en noir dans une nacre lumineuse s'épanouit, en fleurs étranges, une suave figure de femme. C'est une œuvre de patience, mais aussi une œuvre d'art, car Bernière est un graveur de talent. Le coquillage est à vendre, et je l'emporte. Déjà loin, je me retourne pour sourire une dernière fois à l'enfant dont la grêle silhouette grelotte dans le grand trou noir de l'encadrement de la porte, et en même temps, mon regard embrasse la maisonnette qui abrite cet étrange forçat. Elle est là, l'air affreusement triste, comme affaissée sur elle-même, les persiennes de l'unique fenêtre closes comme ainsi que les paupières d'une morte. Et du toit éventré par un cyclone émergent 2 poutrelles qui s'enlacent, en bras éplorés, avec l'air de ces croix qu'on voit sur la tombe des pauvres bougres. C'est assez triste, hein ? Voilà encore une paire de très très beaux portraits sur une paire de Turbo Marmoratus, avec donc un homme ici, avec sa massue derrière lui, qu'il porte derrière lui, et puis une jeune femme qui est là, le bras entourant un tronc d'arbre. Donc là encore, on voit une absence totale de caricature et une représentation qui est extrêmement fidèle à la réalité. Enfin, au-delà des portraits, il y a la vie en tribu, qui est souvent représentée. Alors, je suis content d'avoir obtenu in extremis en fait, l'autorisation de vous montrer cette très belle réalisation. C'est une valve d'huître qui représente probablement une scène de Pilou, ici, en tribu. Vous voyez les cases ici, avec la flèche fêtière, avec les coquillages qui sont fichés sur la pointe. Et vous avez en fait, quelque part, il me semble, dans le médaillon qui est là, la signature du transporté Joseph Muller, qui est matricule 7998. Il est arrivé en Nouvelle-Calédonie en 1875, il est décédé au tout début de l'année 1889, donc c'est pour ça que ce coquillage est nécessairement daté d'entre 1875 et 1888. Joseph Muller est mort au bagne, mais il nous a laissé une très belle production. Cette scène de Pilou, je vous en montre une seconde, qui est probablement gravée de la même main, puisque les décors, je vous invite à regarder les décors floraux qui sont là, et que vous allez retrouver dans les coquillages que je vais vous montrer par la suite, et qui sont probablement gravés par la même personne. Voilà ici une autre scène de Pilou, il y a écrit Pilou Pilou New Calédonien ici, ça vous montre qu'on vendait aussi cette production à de la clientèle anglo-saxonne, ou en tout cas anglophone. Avec donc là encore la représentation d'une case avec les nombreux tout-toutes qui sont fichés en fait sur la pointe, et puis donc la représentation de la danse ici. Là encore, une paire de nacres gravées par Joseph Muller qui est également signée. Donc là, on est sûr que c'est lui. Ce sont les mêmes enroulements floraux que vous pouvez voir ici. Avec donc là encore une scène avec quelqu'un qui manipule une sagaï ici, des gens qui sont assis tranquillement. Là, ici, probablement des femmes en train de fouir, de piocher en fait avec un pieu en bois.
Et deux autres nacres ici de Joseph Müller. Là encore, vous avez un certain nombre de femmes avec des pieux à fouir qui sont en train probablement de retourner la terre. Et ici, une scène de chasse au notou. Vous voyez ici le bâton et vous voyez ce pigeon à l'envers ici, le notou qui est en fait accroché par les pattes en fait c'est un retour de chasse au notou probablement du coup forcément. Et ces coquillages ont été publiés il y a maintenant une quarantaine d'années par un pionnier aussi de la recherche là-dessus qui s'appelait Carson Ritchie et qui était spécialiste de la gravure sur coquillages et de la fabrication des camées dans un ouvrage paru en Angleterre. Ici vous avez également une nacre signé Müller ici, donc signé encore par le même transporté. Ça vous montre que les condamnés ne se contentaient pas d'un seul type de fabrication. Ils étaient capables d'une part de produire des séries d'objets très similaires et puis aussi de s'en affranchir pour là faire quelque chose de gravé en noir, très différent des nacres qu'on a vus et pourtant il s'agit donc de la même personne puisqu'il s'agit bien de J. Müller. Je vous montre également un autre transporté, le transporté Ottomar Julius Schlesser, condamné également pour fausse monnaie, matricule 14015. Donc ici, c'est un coquillage produit entre 1882 et 1894, puisque 1894 marque le décès de Julius Schlesser au pénitencier. Donc vous avez ici une tribu kanak, vous voyez les cases qui sont là, les kanaks qui sont ici, ils sont tous habillés, hein, il n'y a aucun kanak nu, ils sont tous habillés, les femmes ont des robes mission. Il y a un grand arbre de bord de mer, on dirait un espèce de grand banyan, et ici une scène de bord de mer. On se croirait en fait avec le relief plutôt sur le nord-est de la Nouvelle-Calédonie. Et là encore, vous voyez donc une nacre d'une grande qualité. Ici, un couple de Kanaks au champ, hein, et là encore, un couple de Kanaks au champ. L'homme est nu, porte probablement un étui pénien, mais il a sa jambe, en fait, il a sa jambe gauche qui est en fait à l'avant, donc du coup on voit pas l'étui pénien entre ses deux jambes, mais par contre la femme est là, porte elle la jupe très courte traditionnelle, et puis ils sont en train d'échanger un certain nombre de choses. Ici il y a des fruits, des choses qui ressemblent à des papayes, etc. Et donc ça, ce sont des nacres gravés par le transporté Jean-Baptiste Tourner, le matricule 6009, entre 1873 et 1889. Puis enfin, je vous montre toute une série qui est anonyme, qui est datée du début du XXe siècle et qui a été faite selon le même principe de composition. Donc on reconnaît l'identité du graveur à cela, c'est-à-dire qu'en fait ce sont des nacres, vous avez vu depuis tout à l'heure, on voit des nacres avec des enroulements floraux autour d'un médaillon central dans lequel se concentre la gravure. Là, ici, on est plutôt sur un tour qui est lissé, qui est complètement poli, et un médaillon qui en général est de forme pentagonale, qui a en général 5 côtés, 3 côtés perpendiculaires, et puis ensuite une pointe. Donc ici, vous avez la même chose ici. Et donc avec des représentations de l'intérieur, souvent des forêts, souvent de la végétation très dense, avec le fond en fait est vraiment constitué de grands arbres. Et puis vous avez des cases ici, et puis des gens qui sont parfois allongés. Vous avez un kanak allongé ici sur le ventre, c'est le même représenté ici. Voici une femme ici qui porte donc sa jupe, puis porte un bâton, et elle a un bâton à la main, et puis elle porte dans le dos une calebasse clissée avec sa tresse en fibre de coco qui maintient et qui permet en fait de l'accrocher à l'épaule. Cette série, elle ne s'arrête pas là, il y en a en réalité beaucoup, et ce graveur a été extrêmement prolifique, j'ai pu en observer beaucoup dans les collections particulières. Il y a celle-ci, celle-là, je vous l'ai mise, la définition de la photographie, je m'excuse, est assez mauvaise, mais je vous l'ai mise exprès parce que c'est le coquillage justement daté 1915, donc on sait que cette production date plutôt des années 1910. Ces coquillages sont parfois datés, mais jamais signés. La production a l'air de s'étaler entre 1909 et 1915. Donc c'est assez tardif dans la production du bagne, mais voilà, le petit coquillage là, c'est un clin d'œil, puisque c'est le coquillage le plus récent que je connaisse. Il n'empêche que si jamais vous avez d'aventure chez vous, vous connaissez quelqu'un qui a un coquillage qui est plus récent que 1915, ça m'intéresserait beaucoup de le voir pour que je puisse l'inclure dans mon corpus. Ça y est, mon alimentation se barre. Rassurez-vous, tout va bien. Et donc ici, on va pouvoir voir comment les compositions en fait naissent. Qu'est-ce que les condamnés utilisent comme source d'inspiration? Alors pour les portraits,
Eh bien, il y a des Kanaks dans les pénitenciers. Il y a des Kanaks qui sont des agents des pénitenciers. Donc, ils partagent le quotidien des condamnés. Et donc, pour ce qui est de la représentation et de la fidélité de la représentation, on n'a pas besoin d'être devin pour comprendre comment ça fonctionne. L'observation suffit, mais en revanche, il y a les compositions plus larges, et ça, eh bien, on observe un certain nombre de liens entre des documents qui sont déjà publiés sous forme de gravure, sous forme de photographie, et des recompositions qu'on voit sur les objets. Donc, par exemple, la grande nacre de Joseph Müller que je vous ai montré tout à l'heure, eh bien, je vous montre ici le personnage qui est accroupi, qui est de face, qui a les jambes écartées ici, et le personnage qui est à l'arrière ressemble tout à fait à une partie de cette gravure-là, publiée dans Le Tour du Monde, deuxième trimestre 1867, suite à l'expédition de Jules Garnier. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas tout à fait la même position, lui, il a un genou replié, le personnage derrière, il n'est pas du tout dans le même sens, etc., etc. Bon, soit. Alors, je vous montre celle-ci. Vous avez donc un Kanak debout avec une lance. C'est un agrandissement d'une photographie sur carte de visite des frères Dufty vers 1880. Et donc la partie de cette très grosse nacre, ici signée par le transporté marin, je n'ai pas encore été capable d'identifier de quel transporté il s'agit, parce qu'il y a plusieurs dizaines de marins condamnés au bagne. Le patronyme est trop commun. Alors là encore, vous pouvez me dire oui, mais enfin, c'est pas tout à fait la même position. Alors après, je peux vous montrer ceci. Là, on commence à s'approcher quand même redoutablement de la ressemblance ou de la fidélité de la représentation. Le bagaillou est extrêmement similaire avec ces trois petits nœuds supplémentaires que vous pouvez voir ici, qui est là. La musculature et le développement de la musculature des individus, des anatomies sont extrêmement ressemblantes. La présence ici de ce morceau de tapa en fait, qui lui ceint les cheveux est également présente ici. Je vous montre également cette gravure d'Albert Montémont dans Le Voyage autour du monde et en Océanie, publiée en 1853. Alors on aurait pu penser tout à l'heure que cette représentation, bon, d'une part effectivement elle n'est pas de très grande qualité, mais en même temps elle était complètement absurde. Eh bien en réalité elle n'est pas si absurde que ça, parce que c'est la copie de cette représentation-ci. La jupe est exactement la même. Ces espèces d'appendices, en fait, on ne sait pas trop à ce moment-là s'ils sont des créoles ou s'ils sont des lobes d'oreilles percés qui pendent, etc. Mais en fait, on comprend qu'en fait, c'est la représentation de ceci. Je passerai aussi sur l'implantation des cheveux qui est là et qui ressemble à cette implantation en M qui est ici, les bracelets, etc., etc. Je vous montre également cette photographie très connue de la case du grand chef Philippe. Ce sont les montagnes, enfin ce sont les roches de Yingen que vous voyez ici à l'arrière. Et vous voyez donc ce Kanak couché sur le ventre que vous avez vu tout à l'heure et que vous retrouvez en fait à de nombreuses reprises sur les représentations. Bien sûr, la case en arrière-plan, le Kanak couché, le buste légèrement relevé, en fait, il est appuyé sur ses coudes et il est exactement dans le même rapport de composition ici et là que sur la photographie originale. Je vous montre également cette gravure qui est tirée de l'ouvrage de Charles Lemire de 1878 qui s'appelle « La colonisation française en Nouvelle-Calédonie et dépendance », publié à l'imprimerie du gouvernement. Page 105, vous avez guerrier néo-calédonien. Ce visage, je pense qu'il vous est familier. Il ressemble beaucoup à Ataï. Je reste persuadé que la représentation d'Ataï, qui est utilisée comme le premier portrait, qui est soi-disant transmis par quelqu'un sur le courrier illustré de la Nouvelle-Calédonie, est en réalité une copie de ce dessin d'origine. Ça explique la différence de ressemblance énorme qui existe entre ce portrait très utilisé d'Ataï et son masque mortuaire qui aujourd'hui est connu. Ça n'enlève rien à la valeur qu'aujourd'hui on a attribuée à cette représentation, mais ça lui enlève beaucoup de légitimité en termes de portraiture ou en termes de représentation fidèle d'un individu en tout cas. Bref, cette gravure ici, eh bien, vous l'avez exactement reproduite. D'autre part, vous avez guerrier néo-calédonien ici, il y a un S. Eh bien, ici, sur le phylactère qui est au-dessus, vous avez guerrier néo-calédonien qui est écrit exactement de la même manière, sauf que c'est au singulier, puisque là, on n'en représente qu'un seul. Donc, et vous avez ce Kanak qui est là, avec donc sa barbe pointue. Vous avez exactement la même position de la lance. Vous avez ce collier à trois rangs de poils de roussette qui est là. Il n'y a pas ces longs objets qui sont probablement en os d'albatros ici
et qui pendent à l'arrière. Ils ne sont pas représentés, il n'y a que les 3 colliers, mais il y a par contre exactement la même position ici. Il y a le même pendant d'oreille que vous voyez là, et il est également complètement nu. La position est la même, la main, le socle, le caillou sur lequel il est assis, etc. Il y a également ce dessin de William Hodges, qui est, cette gravure tirée d'un dessin de William Hodges, qui est le dessinateur à bord de la Résolution lors du second voyage de Cook, et qui crée ce portrait. Ce portrait, en fait, il va servir de portrait de base pour la représentation d'énormément de visages de Kanak sur les objets du bagne. Alors, il est toujours un petit peu transformé. Vous voyez qu'ici, il est représenté sans barbe. On rajoute le morceau d'étoffe. Ici, c'est pareil, on enlève la barbe, on rajoute quelques plumes ici sur le haut du portrait. Mais en réalité, il sert de base à beaucoup de représentations. Je vous montre également ceci. Ça, c'est la même noix de coco que tout à l'heure, hein, cette noix de coco extrêmement ouvragée, où vous avez donc cette photo d'Alan Hugan ici, avec ce Kanak avec turban, probablement un turban de deuil ici, ça ressemble à un turban de deuil ou de guerre, avec son casse-tête hache en fait ici, avec une lame de traite qui a été emmanchée sur un manche de casse-tête, avec donc ces deux sagaïs qu'il tient à la main. Alors, cette représentation en est probablement librement inspirée, mais en revanche, je vous demande de regarder celle-ci. Là, je pense que c'est assez clair. Si vous aviez encore des doutes sur la façon dont j'identifie parfois les objets, donc voilà, là vous avez clairement exactement la même représentation. Vous voyez la ceinture ici qui est faite de perles de traite et de poils de roussette à 2 rangs qui est exactement la même. Le grand bagaillou qui pend en fait jusqu'à la moitié des mollets qui est exactement pareil ici. Il y a même été jusqu'à représenter en fait les 2 lances, exactement de la même manière que là. C'est la même hache, c'est le même turban, etc. Il n'y a que le fond qui change, où là le graveur prend quelques libertés, il fait une espèce de pirogue double, on voit qu'il n'en a jamais vu, parce que les pirogues doubles de ce type n'existent pas. Et vous avez du coup la part belle qui est également donnée au personnage qui est à l'arrière. Je vous invite à regarder cette nacre, qui est gravée d'ailleurs au passage par le même artiste, c'est assez clair, avec la composition, avec cette espèce de corde en fait qui enserre la composition, et vous avez là encore la représentation de la même calebasse très pensue, ici très ronde, qui est à l'arrière de cette jeune femme Kanak qui est là. Et puis la végétation, voilà, les feuilles de taro, de colocasia qui sont là. Vous avez également, je terminerai là-dessus, ce cliché qui est attribué à Alan Hugan et qui représente en fait des jeunes femmes Kanak à Saint-Louis, vers 1878. Et vous avez donc ce bananier penché avec ce très beau, énorme régime qui est là et que vous voyez ici avec le régime qui pend de l'autre côté et cette jeune femme en train de boire ici directement, il me semble, dans une calebasse. Je ne suis pas sûr que ce soit un coco, je pense que c'est plutôt une calebasse. Et la jeune femme qui est là également. Alors la gravure n'est pas de la même qualité, elle n'est pas forcément extrêmement bien faite, mais au moins la filiation entre le cliché originel et la gravure finale est extrêmement claire. Alors maintenant, on va passer à une partie un petit peu plus interprétative. Je vous rassure, c'est la dernière, où on va essayer de voir les différences qui peuvent exister entre le regard du transporté, c'est-à-dire d'un Européen qui finalement rencontre un nouveau pays, un nouvel environnement, et puis un peuple nouveau, et puis des Européens qui sont restés en Europe et qui ont une vision complètement fantasmée dans tous les mauvais sens du terme, sur les insulaires du Pacifique. Alors voici un dessin de Cham, qui est un caricaturiste très célèbre de la fin du XIXe siècle, et voici un dessin qu'il publie en fait dans un journal qui s'appelle le Charivari en 1872. Et vous avez donc un Kanak qui est là, la légende dit ceci: les Calédoniens s'apprêtent à goûter de la commune, puisque les communards ont été arrêtés, ils sont passés au Conseil de guerre, ils ont été condamnés à la déportation politique en Nouvelle-Calédonie. Et donc, les Calédoniens les attendent de pied ferme, avec bien sûr une casserole pour les faire cuire, et puis une sauce au pauvre homme qui est là et qui est déjà prête pour eux.
Donc ça, c'est la représentation assez ordinaire du cannibale, K2NIBAL. C'est la façon dont Roger Boulet avait interprété en fait une série de ses représentations dans une très belle exposition qui était déjà d'ailleurs venu ici au Centre culturel Chipaou au début des années 2000. Donc cette façon de voir le Kanak à travers la presse ou la représentation européenne, c'est extrêmement documenté. Je vous invite à consulter le catalogue de l'exposition Cannibale et Vainé si ça vous intéresse. Et de l'autre côté, vous avez une composition extrêmement similaire. Il y a le cocotier, il y a le bord de mer, il y a un Kanak qui est là. Mais sauf que la posture n'est pas tout à fait la même. Là, on est dans quelqu'un qui salue, quelqu'un qui fait tata. Bien sûr, il y a une lance là, mais elle n'est pas manipulée du tout de manière agressive. Donc on n'est pas du tout dans le même type de représentation. Je vous montrerai encore une autre. Là encore, c'est pareil. C'est le même type de composition, mais je ne dénote pas de sentiment d'hostilité quelconque ou d'envie de brutaliser ou de sauvagiser de manière supplémentaire le Kanak. Ici, vous avez une paire de nains. Alors, je ne sais pas si les gravures sont toutes petites, donc j'ai essayé de les agrandir au maximum, qui sont paisiblement là. Vous avez un grand-père qui est assis. Ici, vous avez une jeune femme qui est là. Vous avez un bateau européen qui est dans la baie. Ces gens-là sont plutôt spectateurs. Ils ne sont pas du tout en train de lever des armes ou quoi que ce soit. Ici, c'est pareil. Vous avez une jeune femme qui est en train de regarder un bateau qui passe dans l'eau un peu plus loin. On est très loin de ce genre de représentation. Ici, vous avez le journal des voyages. Suite à l'insurrection de 1878, vous avez cette représentation abominable de scènes de cannibalisme. Les anthropophages de la Nouvelle-Calédonie, c'est publié à l'époque. Là encore, je l'ai prise dans le catalogue de l'exposition Cannibale et Vainé. Donc, à la suite de l'insurrection de 1878, on est en France dans une représentation du Kanak qui empire, bien sûr, suite aux crimes qui sont commis à ce moment-là et qui sont considérés comme des actes de barbarie absolue, etc., etc. Alors le fantasme du cannibale anthropophage est partout présent et en fait il s'installe dans la représentation en Europe au détriment de la réalité. À droite, ici, vous avez une illustration de Léon Bennett. Vous savez que Léon Bennett est un illustrateur de Jules Verne. Il est venu en Nouvelle-Calédonie. Il est ici, il représente en fait ici une scène qui est légendée. Pinchina, demi-nu, est attaché à un arbre. C'est pour un ouvrage de Jules Verne qui s'appelle L'île à Hélice. C'est publié en 1895 aux éditions Hetzel. Et là encore, les Kanaks farouches sont en train d'attendre patiemment le massacre de ce brave Européen qui est enchaîné à un arbre. En réalité, les scènes qui comportent de la violence sur les coquillages gravés de la Camelote sont extrêmement rares. Ici, je vous montre le seul connu, en dehors d'un autre type de représentation que je vous montre juste après. Ça, c'est la seule scène que je connaisse sur les peut-être 7 ou 800 coquilles que j'ai pu identifier au cours des 20 dernières années, qui représentent des scènes de violence. Et ces scènes de violence, elles ont lieu ici entre Kanaks eux-mêmes. Donc vous avez ici quelqu'un qui attrape quelqu'un par le bras pendant que quelqu'un d'autre est en train de lui asséner des coups. Vous avez quelqu'un qui est déjà mort ou en tout cas groggy et qui est couché au sol. Ici vous avez là encore des gens qui se tirent dessus avec un arc. Vous avez là encore une scène de bagarre ici. Et donc je vous répète que cette représentation est unique. C'est la seule que je connaisse de l'ensemble de la production artistique. Le seul fait de violence qui est représenté en fait à plusieurs reprises sur les coquillages gravés ou les cocos gravés de la pénitentiaire, c'est la mort de Galipas Bosque. Le fait marquant en fait de l'insurrection, le pouvoir de l'insurrection et l'émergence en fait de la figure d'Ataï et de la figure de Galipas Bosque comme deux figures très importantes qui émergent à l'époque, eh bien vont être abondamment représentées. La postérité de la représentation d'Ataï en fait foi d'ailleurs dans le XXe siècle. Et donc ici vous avez le colonel qui donc est en train de faire donc ce geste vers l'arrière parce que vous avez là en fait un Kanak émergeant des brousses tirant avec un fusil donc en train de l'abattre. Vous avez la même scène ici représentée dans l'autre sens. Ici ce coquillage qui provient de la collection du musée d'art et d'histoire de Rochefort.
Et puis ici, celui de la collection du musée océanographique de Monaco. La plupart du temps, les activités représentées sont des activités extrêmement paisibles. Vous avez ici 2 hommes qui ramènent à 2 un régime de bananes, des papayes. Bien sûr, ils ont les massues à la main, mais c'est l'accessoire de l'homme kanak de la fin du 19e. C'est un accessoire d'apparat, et donc du coup, c'est absolument pas quelque chose d'agressif dans la posture. D'autre part, ici, vous avez un homme qui est assis devant sa case, en train de fumer une pipe. Ici, vous avez une femme qui est en jupe ici et qui est en train de tenir des fibres de cocotier, qui est en train de tresser un panier. Donc on fait plus, on fait pire, hein, on fait largement pire comme représentation de la sauvagerie. Ici, là encore, vous avez une paisible scène avec une lagune, des cases, des gens qui sont sur une pirogue ici. Celle-là est assez bien représentée. Et puis, vous avez au fond ici des habitations européennes. Alors, il y a une simple barrière ici qui délimite le cloisonnement, mais les installations sont quand même relativement proches entre ces installations européennes et ce paysage de tribu. Puis le tout est entouré de fleurs. Là encore, vous avez des jonquilles, vous avez des roses, vous avez des pensées, des anémones, des marguerites, etc. Progressivement, en fait, le visage kanak va devenir un élément décoratif sur les compositions. Vous voyez ici une petite scène de tribu, tout à fait classique, tout à fait comme celle que vous avez vue tout à l'heure, mais vous avez ces médaillons supplémentaires qui viennent en fait enjoliver la scène, et donc en fait le visage kanak va devenir un élément de décoration. Si ça devient un élément de décoration, c'est parce qu'on juge que ces gens-là ont des traits suffisamment beaux pour qu'on puisse les utiliser en les traitant un peu de manière classique, hein, en les représentant de profil, comme des camées. Vous avez vu ça ici, la façon de traiter le bas du cou, c'est pas du tout parce que c'est une tête tranchée, hein, c'est au contraire parce que c'est la façon canonique, comme sur une médaille, de représenter un visage. Et donc, il y a une intégration progressive en fait, du visage du kanak comme un élément pour embellir les objets. Donc il y a une prise de conscience de l'intérêt esthétique de ces nouveaux types de visages que les condamnés découvrent progressivement. La force de ces visages va beaucoup leur plaire. Et là, on sort de la caricature. Il y a une classicisation du trait, effectivement. Il y a un traitement du visage qui est un petit peu à l'antique, un petit peu à la manière d'une médaille. Mais il y a une valorisation du coup de ce type de motif et une valorisation de la production. Et donc ces médaillons avec ces visages de kanak améliorent les compositions. Vous en voyez également ici, là et là, sur cette paire de nacres très imposante. Donc ça, c'est globalement, je trouve, quelque chose d'assez positif dans ce processus. Enfin, là je terminerai là-dessus, il y a un certain nombre de choses qui traduisent aussi le cloisonnement en fait, de la société à l'époque. Alors vous avez un certain nombre de métaphores qui sont assez clairement compréhensibles. Vous avez une noix de coco ici avec 3 visages. Vous avez un visage de kanak ici. Vous avez un visage de marin ici, ou un visage d'Européen en tout cas. Et puis vous avez une république qui est là. Donc il y a le kanak qui est tourné dans un sens, qui découvre le marin qui est dans l'autre sens. Vous avez le marin qui est tourné dans l'autre sens, qui découvre le kanak qui est dans l'autre sens, du coup forcément. Les deux se font face. Et puis entre les deux, eh bien, il y a donc la représentation de Cérès. Ici on n'est pas avec Marianne, on est avec Cérès, la République, et elle est censée assurer l'œuvre colonisatrice, le maintien de l'ordre, etc. Mais surtout, eh bien, elle sépare les hommes qui, en fait, sans elle, se regarderaient les yeux dans les yeux. Je vous montre, alors si vous trouvez que mon interprétation est un petit peu capillotractée, attendez d'entendre celle-là. Ici, vous avez une représentation allégorique, ou en tout cas un genre de personnification qui est probablement une personnification de la République, même si le costume ressemble plutôt aux attributs de Minerve, enfin de la Minerve romaine ou de l'Athéna grecque. Et vous avez un phylactère. Ici, c'est encore une paire de nacres gravées par le condamné Ottomar Schlösser, dont je vous parlais tout à l'heure, qui dit ceci: « Dieu a créé les hommes de toutes les nations du même sang ». Alors ça, c'est librement inspiré d'une phrase de la Bible, d'une phrase du Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 26, et qui dit ceci: « Il a fait que toutes les nations humaines issues d'un seul homme habitent sur toute la face de la terre ». C'est exactement ça, la citation du Nouveau Testament.
En réalité, vous avez cette république à l'époque, qui est une république chrétienne. À la fin du XIXe siècle, l'Église n'a pas encore été séparée de l'État. Et vous avez ici le lion qui en exprime la force. Et la force de la République, eh bien, c'est souvent le suffrage universel. Il y a souvent un lion à côté de la représentation de la République. Je vous renvoie d'ailleurs à la statue de la République et place de la République à Paris. Sur le piédestal de cette statue, vous avez un lion, justement, qui est là, devant une urne, qui exprime la force du suffrage universel, qui est la base de la République, et en même temps, la République qui protège, par le biais de la protection du lion, le suffrage universel. Donc, il y a souvent cet attribut du lion qui est figuré à côté de la représentation républicaine, et puis, ici, vous avez, je suis désolé, la photo n'est pas forcément très claire, mais vous avez un homme noir, qui est enchaîné au pied de cette République. Et en fait, sur le petit bout de terre que vous voyez là, eh bien, il y a des Européens qui travaillent. Et des Européens qui sont enchaînés, qui ont des chapeaux, comme des chapeaux de paille, et qui sont en train de travailler au soleil. Et donc vous avez en fait cette République qui proclame haut et fort que Dieu a créé les hommes de toutes les nations du même sang, donc quelque part c'est une déclaration extrêmement égalitaire, et qui oublie au passage, d'une part qu'elle a servi les hommes, qu'elle les exile à l'autre bout de l'océan, de l'autre bout de la composition, et puis surtout qu'en même temps, eh bien, elle a servi les Noirs et qu'elle les enchaîne à ses pieds. Et donc cette représentation, je la trouve parfaitement satirique. Alors on pourrait ne pas voir la satire, mais en réalité, l'autre nacre de la paire donne une partie du sésame. Parce que si on croit volontiers à ce qui est écrit là, à cette république bienfaitrice, eh bien en fait, on s'expose à ce qui arrive ici, c'est-à-dire à trop écouter les sirènes, eh bien on fait naufrage. Et ici, vous avez une scène de naufrage et des sirènes qui sont en train de se repaître d'une part du butin, du naufrage en question. Donc là, ça me semble assez clair. En plus, il y a de nombreux coquillages qui représentent d'un côté, ça j'ai pas axé ma présentation dessus, mais d'un côté une scène kanak avec des cases et des scènes de brousse et des cocotiers. De l'autre côté, un village européen, le ponceau et le clocher dont je vous parlais tout à l'heure. Vous avez un village de France, ça c'est ce que le transporté souhaite revoir. Vous avez une tribu et ses cases, c'est ce que le condamné souhaite conserver. Et tout ça, c'est pourtant deux moitiés d'une même coquille, et donc deux moitiés quelque part d'un même destin. Voilà, ça sera un peu ma conclusion ce soir. Je vais vous laisser avec cette très belle image de représentation supplémentaire. Si vous doutiez encore de la douceur des représentations et de leur qualité, je vous laisse avec cette représentation d'une affreuse sauvage en train de manger un enfant. En fait, non, je pense que c'est une maman qui est en train de donner à boire à son petit. Donc voilà, là encore, une représentation d'une sauvagerie farouche. Je tiens à exprimer mes remerciements à la DCK, à Manuel Castejon pour m'avoir bien sûr invité, au Centre des archives de l'Outre-mer et son personnel qui m'ont aidé depuis de nombreuses années, au service des archives de la Nouvelle-Calédonie et son personnel pour m'avoir aussi longuement aidé, au musée de la ville de Nouméa pour l'utilisation d'une partie de la collection, à Louis-José Barbançon tout particulièrement pour le partage de nombreux documents inédits dont il m'a fait profiter ces dernières années, aux collectionneurs amateurs et passionnés qui m'ont permis aussi d'accéder à leurs fonds, et puis à ces nombreux transportés anonymes qui nous ont légué un exceptionnel corpus d'images. Voilà quelques références bibliographiques. Je vous remercie et je vous laisse avec cette image. Il n'y a pas de représentation de Kanak dessus, il y a seulement une locution latine qui dit « Victrix patientia exili », la patience est victorieuse de l'exil. Je pense qu'ils ont effectivement raison au jour d'aujourd'hui. Je vous remercie. Bien, merci Louis. Je voudrais simplement préciser que la bibliographie que tu as présentée dans une des diapositives, il y avait quelques échantillons disponibles devant la salle SIA pour ceux qui sont arrivés un peu plus tôt. Et puis évidemment, il y a d'autres documents qui sont disponibles à la médiathèque du centre Chibaou. Alors si vous avez des questions, vous avez la possibilité de vous saisir d'un micro de part et d'autre de la salle. Nous sommes à votre disposition. Je vais poser une question un peu hors sujet, entre guillemets. Mais, alors je n'y répondrai pas. Exactement, Oui. C'est justement pour ça que je la pose. Suite à l'exposition coloniale qu'il y a eu en 1931, oui. Est-ce qu'on sait le circuit de ces œuvres-là ? Est-ce qu'elles sont réapparues ? Est-ce que du fait
du village kanak en fait qui a été mis au jardin d'acclimatation, etc. Oui. Est-ce qu'il y a eu d'un coup une résurgence? Est-ce que tu connais un peu le circuit finalement de ces œuvres-là? Ta question, c'est est-ce qu'on a recommencé à fabriquer ce type d'iconographie? Alors non, puisque tu as dit que ça s'arrêtait en 1915 pour toi, mais par contre, est-ce qu'elles sont ressorties ou est-ce que tu connais le chemin de ces œuvres et est-ce qu'elles ont peut-être été revendues, remises sur le marché, repris de la valeur? Non, la plupart de ces objets ont été... il faut se rendre compte que ces objets sont exactement comme des objets qu'on achète aujourd'hui en Guadeloupe avec écrit « Souvenir de la Guadeloupe » dessus. Hein. Donc ce sont des objets très ordinaires qui sont récupérés qui sont achetés par les touristes de passage, les administrateurs, les militaires, les gendarmes, etc., qui sont en Calédonie à ce moment-là. Ils rentrent à ce moment-là dans des caisses. Quand ils sont mis sur les bateaux, ça arrive en Europe. De temps en temps, ils sont sortis et ils sont mis sur une étagère, mais il en existe aussi tout un tas qui vont dormir pendant jusqu'à ce qu'un petit enfant du condamné, du surveillant, de l'administrateur, du fonctionnaire, etc., se réveille un jour, trouve ça dans une malle, fasse venir un brocanteur en disant vous allez me virer tout ça, et puis qu'ensuite ça se retrouve après sur les brocantes, sur les marchés, etc. Mais en fait, il y a peu de ces objets qui ont réellement eu une vie après, en tout cas dans ces années d'entre-deux-guerres. Il y a un certain nombre d'objets en revanche qui sont présentés à l'exposition de 1889, à l'exposition qui est une expo universelle, il me semble, en 1889. Donc il y a une partie de la production de la pénitentiaire qui est présentée à ce moment-là. Mais ça reste assez marginal, je pense. Hein. C'est la majeure partie de cette production n'est pas est absolument pas valorisée avant. Même avant aujourd'hui, en fait, quasiment. Quand j'ai commencé à m'intéresser à ces objets il y a 20 ans, ils n'intéressaient personne. Personne s'y intéressait. C'est d'ailleurs pour ça que je m'y suis intéressé, puisque quand j'ai commencé mes études, je ne les connaissais pas. J'ai quitté la Calédonie à 17 ans pour aller en métropole faire mes études. Je suis arrivé en France, j'avais l'impression de connaître un peu l'histoire de mon pays. Je suis allé chez des amis de mes parents qui étaient des Calédoniens, qui étaient installés dans le centre de la France. Je suis allé les voir, et là, dans une vitrine, j'ai vu 2 coquillages rayés. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Ils m'ont dit c'est les bagnards qui faisaient ça, tu sais pas? Non, je sais pas, non. Et personne d'autre savait. Il n'y en avait pas au musée de la Ville à l'époque. Il n'y avait pas la belle collection du musée de la Ville. Il n'y en avait pas au musée de la Nouvelle-Calédonie. Enfin, il y avait vraiment très peu d'endroits où on pouvait voir ces objets. Donc en fait, ils ont vraiment été complètement oubliés jusqu'à la fin des années 90. À mon avis, hein, il y a bien un siècle d'oubli, clairement. Je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu à ta question, mais... Oui, si... Pardon. Oui. C'est pas vraiment une question, mais en fait, j'aurais trois petites choses. La première, hein, c'est d'abord, Louis, de te remercier parce que vraiment, tu as ouvert une fenêtre hein, que moi, je connaissais très, très peu, mais qui est vraiment, je trouve, particulièrement intéressante et qui peut mener très loin. Et donc, ça m'a particulièrement intéressée, mais je pense que je ne suis pas la seule dans la salle. Bah, comme en témoigne la foule, oui, tout à fait. Absolument. Oui. Ensuite, l'autre chose, il pleuvait. L'autre chose aussi, c'est que je me suis aperçue avec... donc c'est quelque chose d'un peu personnel. Je me suis aperçue avec, non pas horreur, mais quand même un peu de difficulté, qu'en fait, ce que tu mets en avant par rapport à la manière de tracer la case, les cocotiers, le bananier avec son régime, etc., ressemble, mais vraiment énormément, aux dessins que l'on faisait quand on était enfant. Oui. Et donc, il y a vraiment là des stéréotypes qui passent de génération en génération et de quelque chose qui nourrit en fait la colonie et les enfants, les petits-enfants calédoniens, caldoches de la colonie. Oui. Et donc, ça vaudrait le coup peut-être de le montrer. Il y a quelque chose qui est vraiment qui travaille en fait en profondeur hein, et qui vaudrait le coup d'être montré. Ensuite, si je peux continuer. Bien sûr. L'autre chose, et c'est en fait j'ai 2 envies par rapport à ce que je viens de voir. La première, qui n'est pas anodine, c'est qu'il y a un bouquin qui sorte là-dessus. Avec des textes, voilà. Par exemple, aux presses universitaires, ça serait absolument. bien. Oui. La deuxième envie,
et qui pourrait être un article de ce bouquin aussi, oui. c'est de mettre en place une comparaison avec ce qui se fait ailleurs dans le Pacifique, qui ne relève pas du bagne, mais qui est aussi avec des stéréotypes particuliers. Ah oui, tout à fait, oui. Et je pense en particulier à la production sur Fidji et sur le Pacifique des dents de cachalot. Oui. Et ça vaudrait vraiment le coup de reprendre et retravailler et de regarder attentivement justement les stéréotypes, voir ce qui se passe du côté britannique, voir ce qui passe, et puis de cette espèce d'univers de marins partagé sur le Pacifique, ça vaudrait vraiment le coup, ça serait très intéressant. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tous les liens avec le Scream-Show sont énormes en réalité. Et il y a aussi un autre type de gravure et qu'il faut mettre en regard de ça, à mon sens, et qu'il faut maintenant oser faire, c'est le bambou gravé. Le bambou gravé sont des objets qui traduisent la rencontre avec les Européens pour énormément d'objets. Il y a quasiment tous les bambous gravés, à part les bambous gravés géométriques, qui comportent des scènes qui représentent des Européens. Là, ça traduit la découverte des Européens par le monde kanak. Et là, on a un objet inverse, si on veut, enfin un type d'objet inverse. Il y a vraiment, je pense, beaucoup de choses à creuser, voire même une belle expo à faire. Je lance un certain nombre de perches là. Enfin, en même temps, s'il y a autant de monde qui vient voir l'expo, c'est finalement peut-être pas forcément la meilleure des propositions. Mais enfin, bon, on peut toujours négocier. Alors, vous n'aurez qu'à venir plusieurs fois. Oui, à condition, enfin pas à condition, mais en regardant aussi l'ensemble de l'Océanie. Puisque Bien sûr, des bambous gravés, il y en a partout en Océanie. Oui, tout à fait, oui. Oui. Bien, Louis, d'abord, on te remercie de cette conférence où on apprend tout. Ensuite, pour dire qu'est-ce que tu as apporté de plus par rapport à ce qui se disait pendant tellement longtemps. Ce que tu apportes de plus, c'est que tu parles des forçats et de la transportation. Alors que jusque-là, dans les années 70, tout ce qui était beau, ça ne pouvait être que des déportés politiques. Ça ne pouvait pas être des gens du droit commun, des gens qui sortaient de la lie de la terre, des gens qui étaient moins que rien. Ils ne pouvaient pas, le beau ne leur appartenait pas. Ah oui, non, c'est vrai. Toi, ce que tu apportes là, c'est relier le beau à ceux qui ont pu être des criminels ou qui ont pu faire des choses qui les a rendus condamnables et qui ont été condamnés. Ça, c'est quand même un apport magnifique quand on travaille sur le sujet. Et je crois que ça n'a pas été dit ce soir, mais je pense que, en ce qui me concerne, je pense que c'est l'apport principal de ton travail. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je voulais te dire, c'est que, évidemment, travailler sur la gravure, travailler sur l'art au bagne, ça oblige aussi à travailler sur le bagne en général, d'avoir une connaissance générale du bagne. Moi, j'arrive à un âge maintenant où, franchement, ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a une génération qui arrive et puis qui va être là, qui va prendre le relais et que ça va en continuer. Et puis, je tenais à le dire ce soir. L'autre chose que je voulais aussi te demander, c'est par rapport au fait qu'il y a une représentation donc, de séjours paisibles, une représentation de scènes calmes, et ce que tu as développé. Moi, j'ai toujours été frappé qu'il y avait très peu de représentation de scènes du bagne lui-même, de travaux, etc. Oui. Mais quand on sait que l'administration pénitentiaire contrôlait les lettres, contrôler ce qui était écrit, qu'on ne pouvait pas dire du mal de bagne dedans, et que tout ceci se vendait aussi au bazar du bagne, à la Camelote, etc. Donc, il y avait peut-être aussi une sorte de contrôle qui faisait qu'on n'avait pas le droit de représenter des gens enchaînés ou fouettés ou guillotinés, etc. Je ne sais pas, c'est une interrogation. Je pense que tu dois avoir certainement des réponses là-dessus. Tu es aussi très frappé du fait que
Il n'y a aucune représentation de ce qui pourrait faire partir de l'enfer aujourd'hui, de caractère sexuel, etc. Et puis, Dieu sait si au bagne aussi, bon, comment ça existait. Et ça faisait partie du quotidien nocturne, souvent. Oui, tout à fait. Oui. Donc, dire quelque chose là-dessus, puis enfin dire aussi que la représentation du monde kanak, du monde océanien, on est aussi dans une époque où le pittoresque bien sûr. est important, et abonne c'est Pierre Loti, tout ça après plus tard, on est aussi dans cet univers de pittoresque, et c'est aussi un argument de vente. C'est pas simplement le fait d'aller à la rencontre, c'est aussi un argument de vente. Quand on rentre en France, on ramène des objets kanak, on ramène des gravures, qui est un peu la preuve qu'on est venu en Nouvelle-Calédonie. Bien sûr. Parce qu'autrement, enfin, encore une fois, c'est aussi, ça montre aussi que pour vraiment représenter la Nouvelle-Calédonie, sans les Kanaks, il n'y a pas de représentation complète de la Nouvelle-Calédonie. Voilà, je te remercie pour tout. Merci pour cette. Déjà, merci pour les remarques très agréables que tu m'as faites. Je voudrais amener un peu de l'eau à ton moulin dans ce que tu dis. C'est effectivement les représentations de l'intérieur du bagne sont, pour ainsi dire, inexistantes, n'existent pas. Il n'y a aucune scène figurée avec des personnages, alors qu'il aurait très bien pu en avoir. Vous avez vu, il y a des scènes très complexes qui sont représentées, qui représentent la vie au pénitencier. Ça n'existe pas. Il existe de temps en temps des bâtiments en dur avec qui ressemblent à des bâtiments du pénitencier ou qui ressemblent à des vues du pénitencier. Il y a parfois des îles avec 3 montagnes très ressemblantes qui sont exactement comme la façon dont, quand on est à Nouméa, on voit Nouville avec ces 3 collines qui font presque la même taille entre le mont, je ne sais plus comment il s'appelle, le mont Embo, et puis là où il y a l'université aujourd'hui. Donc vraiment, il y a un peu le bagne vu de loin, il y a quelques bâtiments, mais par contre aucune scène figurée qui représente le traitement qui était le quotidien de ces gens-là. Même pas non plus les corvées d'eau, ça aurait pu être tout un tas de choses. Ça aurait pu être par exemple une scène de pêche comme on en a sur les photographies. Ça n'existe pas. Donc effectivement, la censure joue peut-être un rôle là-dedans. Ensuite, pour ce que tu disais tout à l'heure sur la qualité de la production, ça c'est extrêmement vrai. Quand moi-même j'ai commencé à m'intéresser à ces objets il y a 20 ans, à chaque fois que je rencontrais un collectionneur, un marchand qui vendait un objet, quand c'était très beau, c'était un objet qui était fabriqué par un communard, parce que c'était pas possible d'être autrement. Et puis quand c'était quelque chose qui était un peu médiocre, un peu moyen, comme les nautiles souvenirs de Nouméa, je pense à vous, avec la corbeille de fruits que je vous ai montré tout à l'heure, et bien là c'était forcément un transporté qu'il avait fait, parce que le bagne ne pouvait être que le médiocre et la commune ne pouvait avoir que les objets de grande qualité. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé à m'intéresser aux signatures, et en fait ce sont les objets les mieux fabriqués, ceux qui sont fabriqués avec le plus de soin par les artistes les plus compétents qui sont signés, et ceux-là, quand on va regarder aux archives d'Outre-mer, ils n'ont jamais été condamnés à la déportation, ils ont été condamnés à la transportation. Et c'est vraiment, la production sur coquillage est vraiment quelque chose qui est emblématique du bagne. Je n'ai aucune preuve à apporter, enfin personne n'a de preuve à apporter définitive, comme quoi les déportés auraient même ne serait-ce que gravé la nacre. Il y a eu une exposition il y a une quinzaine d'années aujourd'hui au Powerhouse Museum de Sydney sur l'œuvre de Lucien Henry, qui était un communard artiste, qui a été le père des arts décoratifs australiens. Et à l'intérieur de cette exposition, il y avait un certain nombre d'objets qui avaient appartenu à Lucien Henry. Il y a un coco gravé qui lui avait appartenu, avec un portrait, avec une tête de kanak qui ressemble d'ailleurs au portrait d'Ataï ou au portrait de guerrier néo-calédonien que je vous ai montré tout à l'heure de l'ouvrage de Lemire. Et il y avait été prêté pour cette expo un certain nombre d'objets de la collection de Serge Cacou à l'époque, et des représentations de la République. Et donc, parce que c'était des représentations de la République, on s'était dit c'est un message politique. Parce que c'était un message politique, on s'est dit forcément c'est des communards parce que c'était des portées politiques. Et du coup, on a commencé à voir apparaître dans les publications depuis que les déportés gravaient la nacre. Je n'en ai aucune preuve. Aujourd'hui, toutes les signatures qu'on possède et toute l'iconographie qu'on possède, tous les témoignages qui existent de journaux de condamnés à la déportation et qui ont écrit leur mémoire sur Ducos ou sur l'île des Pins, font état de travaux artistiques, mais ne font pas état de travail de la nacre. C'est vraiment une industrie qui est spécifique de la transportation. Et quand on voit la qualité qu'elle peut obtenir, il faut se dire que parmi ces gens-là, il y avait effectivement des artistes très complets. Voilà. Est-ce que vous avez peut-être d'autres questions, ou est-ce qu'on peut tous aller manger ?
Tu ne peux pas encore t'échapper. Pardon. Ah oui. Hein, non, Louis, je m'interrogeais sur la filiation finalement ultérieure de cette technique ou de ces techniques. Oui. C'est-à-dire, je repensais que, notamment dans les années 60, on vendait dans les curios à Nouméa des petits objets qui ont complètement disparu maintenant parce qu'ils apparaissent complètement kitsch. C'était justement des décors gravés sur nacre, censés venir de Polynésie française, représentant justement des scènes, principalement d'ailleurs, me semble-t-il, de Polynésie française. Donc, je voulais savoir si d'une part, en fait, dans la gravure sur nacre traditionnelle, dans le monde polynésien, puisque c'est un art ancien, s'il y avait déjà des gravures comme ça de paysages, de décors, et après, s'il y a une filiation, d'une certaine façon, entre donc ce qui nous a été présenté ce soir, et puis voilà ce qu'on trouvait dans les curios. C'était souvent soutenu d'ailleurs par du bois, en bois. Une lampe et derrière, maintenant, quand on en a en général, on cache ça pudiquement parce que c'est vraiment ressenti comme très kitsch. Alors, surtout prévenez-moi si vous en avez, parce que ça m'intéresse beaucoup aussi. Je travaille également dessus. Mais alors, donc justement, je vais pouvoir répondre à ça. Alors en fait, il y a deux choses en parallèle. Il y a une filiation entre ces objets-là et des objets postérieurs. En Calédonie, pendant l'entre-deux-guerres, et ensuite jusqu'au début des années 50, on va vendre des bracelets. On va beaucoup pendant la guerre, des bracelets en troca, avec des petites spires de troca qui sont gravées avec écrit New Caledonia, parce que pendant la guerre, il faut les vendre aux soldats américains, ou avec écrit Nouméa dessus, des petites fleurs, etc. Et qui ressemblent tout à fait, au niveau du travail, au décor qu'on retrouve sur les trocas du bagne. Donc là, il y a peut-être une filiation qui existe, avec une activité postérieure. D'autre part, il y a aussi des objets en métal, en aluminium, des bracelets en alu qui sont vendus au GI, qui sont faits par les GI. Alors, il y a peut-être là encore, éventuellement un peu de filiation à rechercher. Ça, c'est pour une filiation locale. Mais les souvenirs dont tu parles, qui sont gravés sur nacre, alors ça, c'est une industrie qui naît, alors ça, c'est très précis, elle naît pendant la guerre. Effectivement, en Polynésie, où il y a une tradition d'utilisation de la nacre dans divers types d'objets traditionnels, elle naît pendant la guerre avec un certain nombre d'artistes qui sont en Polynésie française, et dont des gens comme Peter Eman, par exemple, qui est un peintre tahitien célèbre d'origine suédoise, et qui avait été donc enfermé pendant la guerre, d'abord sur le Motuone en face de Papeete, puis ensuite à Raiatea, parce qu'il était soupçonné de collaboration. Il y a un certain nombre de gens, et René Payou, par exemple, des gens comme ça, qui ont été inquiétés pendant la guerre et qui se sont retrouvés en fait sur des îles, du coup sans ressources. Ils ont ensuite été envoyés à Bora Bora. Puis à Bora Bora, il y avait un gros contingent américain, et ils ont commencé à graver de la nacre, à la vendre des soldats américains. Et ensuite, après-guerre, ils ont continué cette activité de gravure sur nacre. Il y a quelqu'un comme Henri Bouvier, par exemple, qui a été créateur de l'école d'art, du centre d'art de Papeete, qui était un ancien élève de l'école Boulle et qui était un graveur de grand talent, qui a fait de très très belles gravures sur nacre, des lampes, etc. C'est partie des lampes très kitsch dont tu parlais tout à l'heure. Et ensuite, cette activité, elle s'est démocratisée, elle s'est développée, et donc elle a envahi les curios de Papeete, puis elle a fini par envahir aussi les curios de Nouméa, avec ces lampes en bois, avec une nacre devant, et puis une ampoule derrière, où on voit une vainée devant un coucher de soleil, etc. Alors il y en a qui sont de qualité tout à fait ordinaire, tout à fait basique, mais il y a là encore, dans certaines nacres qui sont signées, une production tout à fait exceptionnelle en termes de qualité. Voilà, que je suis en train d'explorer doucement, mais j'ai pas beaucoup plus d'informations que ça. La pêche aux informations est extrêmement difficile. Voilà. Oui, c'était juste, je voulais revenir par rapport à la remarque que vous avez faite sur le fait qu'il n'y ait aucune représentation du bagne. Alors, j'ai rien à voir dans le milieu, donc, mais je me disais, en fait, vous parlez de censure, mais peut-être tout simplement qu'on sait que l'art est un moyen de s'évader, et que ne pas représenter le bagne, en fait, ça permet de s'évader plus, parce que pourquoi représenter ce qui nous enferme, alors que, justement, autre chose, c'est peut-être pas une censure obligatoirement, c'est peut-être une censure faite par l'artiste en lui-même aussi. Oui, c'est possible, c'est pas faux du tout. Oui, je comprends, c'est une remarque très intéressante aussi. Mais le seul bémol que j'apporterai à cette remarque, c'est que ces objets, ils avaient pour destination d'être vendus. Donc il fallait qu'ils plaisent à une clientèle, ça rejoint un peu ce que tu disais, José, tout à l'heure. Et donc pour plaire à une clientèle, eh bien le bagne plaisait aussi à la clientèle qui venait voir. Et donc je pense que s'ils avaient représenté des objets avec le bagne dessus, même s'ils n'avaient pas envie de le faire, ils l'auraient peut-être fait, s'ils avaient eu le droit de le faire,
parce que dans ce cas-là, ça se serait bien vendu aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, peut-être qu'effectivement, ce n'était pas des objets qui leur plaisaient, peut-être qu'en même temps, il y avait de la censure. Voilà. Effectivement, il y a peut-être le rassemblement de plusieurs facteurs. Louis, est-ce que tu veux qu'on conclue maintenant? Je pense que ça peut aller. Là, je peux vous libérer. Vous avez le droit de rentrer chez vous. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à bientôt.